Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord remercier Jean Ferré parce que j'ai trouvé dans ma petite enveloppe, enfin dans ma petite case, les caractères de la Bruyère dans l'édition du livre de poche, les classiques français. Je crois que c'est un cadeau qui est fait à tous les collaborateurs de cette radio. Mais moi je l'ai reçu, et je n'ai peut-être pas remercié M. Ferré, je le fais. Alors ça c'est du Ferré craché, c'est-à-dire que je reçois les caractères de la Bruyère, la foutre des caractères de la Bruyère, c'est vieux tout ça. C'est vieux, non, oui. C'est vieux. Oui, c'est vrai. Et puis vous ouvrez, et vous vous apercevez que on aurait je pense que le bon Dieu aurait pu arrêter sa création avec ces gens-là, quoi. À mon avis, il y a 2 siècles de trop dans le système. Oui, mais ça va revenir. Sauf moi. Le balancier. Non, c'est formidable. C'est d'une intelligence, c'est prodigieux, c'est beau, tout est dit. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que vous ouvrez à n'importe quelle page, vous lisez n'importe quoi, et vous vous dites, oh, mais ça ressemble à quelqu'un que je connais. Oui. Par exemple, j'ouvre au hasard, hein, jusqu'au 65. Un homme né chrétien et français se trouve contraint dans la satire. Les grands sujets lui sont défendus, il les entame quelquefois et se détourne ensuite sur de petites choses qu'il relève par la beauté de son génie et de son style. Je ne savais pas que la Bruyère avait parlé de moi, vous voyez. Hein? Et modeste avec ça. Bah écoutez, les autres sont tellement modestes pour moi, je ne vois pas pourquoi je fais ça. Non, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors lisez donc la Bruyère. Alors je ne sais pas si Radio Courtoisie peut vous envoyer gratuitement le livre. Je ne suis pas certain. Non. Mais non. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous allez avoir 200 messages tout de suite. Bon. Envoyez-moi la Bruyère. Mais donc vous pouvez l'acheter, ça doit valoir quoi? Ça doit valoir 30 francs, ça. C'est le texte intégral. Oui, c'est ça qui est intéressant. Maîtresse, vous connaissez les dates de naissance et de mort Non, j'ai la mémoire qui flanche. C'est normal, c'est J'ai une idée quand même générale. En gros En gros. Alors, n'insistons pas, je ne dirai rien. Car elle savait que la prudence est mère de sûreté. J'aime bien prendre les classiques là. J'aime bien prendre les maîtresses en flagrant délit depuis le temps. 1645, je vous donne. C'est la date de naissance. C'est très bien. Bon, et la date de mort totalement. 1696. Donc il est mort à 96 moins, comme vous avez dit au début. Elle ne sait même pas compter. 51 ans. Il était jeune, 51 ans, mon Dieu. Vous savez qu'en venant, j'ai écouté le journal des médias. Et alors, j'ai compris pourquoi j'aime cette radio, finalement. Parce que j'allume mon poste de radio dans l'automobile à pétrole, et j'entends M. Piem, qui est vraiment pas ma tasse de thé, vous voyez. Hein, vraiment, je peux dire vraiment pas. Hein. Et je me dis, mais pourquoi ont-ils invité ce type sur ma radio ? D'abord, en général, je dis rien, on invite qui on veut sur Radio Courtoisie, si c'est pas dans mon émission, ça me regarde pas. Mais là, quand même, je me dis, c'est pas possible. Ce PM fait partie de ces gens qui causent tout le temps, partout. Parce que c'est un chrétien de gauche, donc il sert à la fois d'alibi, enfin, il est parfait, quoi. Et comme il dit tout le temps ce qu'on attend qu'il dise. Donc c'est vraiment idéal. Et puis, j'ai écouté quand même, parce que de toute façon, comme c'est le poste de radio de mon fils, je ne sais pas m'en servir. Le dérégler. Donc j'ai écouté. Et ben j'ai découvert que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Ah oui? Ah oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Racontez-nous. Ben, il est intelligent, il est... Alors, je sais pas, ça doit être Radio Courtoisie qui fait ça, parce que je l'avais entendu ailleurs, je le trouvais commun. Là? Je trouvais qu'il était convenu, il disait toutes les choses qu'on dit toujours sur toutes les radios, c'est-à-dire il faut aimer les nègres, parce qu'ils il faut pas être méchant avec les handicapés, il faut pas être un couffin, enfin tout ce qu'on dit tout le temps partout, etc. Et là, il a dit exactement la même chose, mais avec intelligence. C'est formidable, cette radio est formidable. Même PM devient intéressant sur Radio Courtoisie. Donc écoutez Radio Courtoisie. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça sur Radio Courtoisie, puisque de toute façon, les gens qui m'entendent le font déjà. Donc c'est dramatique avec la radio, c'est qu'on ne peut pas faire de publicité pour la radio sur la radio. Ça sert à rien, parce que c'est déjà des gens qui écoutent. Est-ce que vous me comprenez, Madame de Brevard? Vous me regardez avec un air vraiment de vous ennuyer positivement. Alors, donc, mes invités de ce soir, Marie-Josée de Bravura. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Le docteur Tremblay de Laissez-les vivre. Vous savez que ce soir, il y a une grande manifestation devant l'Assemblée nationale. Manifestation de soutien à l'amendement Boutin-Beaumont. Pardon. Le docteur Dor manifeste là-bas, et le docteur Tremblay manifeste au micro de Radio Courtoisie. Il y aura également Michel Blanza,
qui est collaborateur du Libre Journal. Excellent journal. Merci. Bonsoir. Je peux partir? Oui, merci. Si vous restez, remontez votre micro. Qui va nous parler de la presse, enfin des choses comme ça. Le Club Miguet ce soir. Hein. Non, je n'ai pas du tout préparé ça. Non, c'était autre chose. Ah bon, d'accord. On a annulé, reporté. Ah bon, d'accord. Je ne croyais plus du tout. Vous faites ce que vous voudrez. Alors voilà, on ne peut pas dire mieux. François Dupont qui nous parlera de Ruby. Bonsoir, monsieur de Beckett. Bonsoir, monsieur François Dupont. Peut-être Marc Dem, mais je ne suis pas certain parce que j'ai l'impression qu'il est parti en vacances. Je ne sais pas. S'il m'entend, qu'il m'appelle. Marc Dem, m'entends-tu? Un coup pour oui, deux coups pour non. Voilà. Et puis, alors nous devrions avoir un duplex, non pas un appartement avec un étage à l'intérieur, mais un contact téléphonique avec Pierre Wouter ou Xavier Dor depuis l'Assemblée nationale, juste avant qu'il se fasse défoncer la tête par les CRS, les gauchistes, traîner en prison par les magistrats et toutes ces sortes de choses. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on aura ce soir. Je voudrais vous inviter à méditer, quand même, on va parler d'actualité un petit peu, la grave question de la justice en France. J'en suis à me demander si on peut considérer encore avec un tout petit peu de respect les magistrats de ce pays. Non, on peut pas. Non, on peut pas. Voilà, c'est ça. Bon, j'avais un doute, mais pardon, voilà. vous vouliez faire l'émission là-dessus? Non, pas là-dessus. Je me disais, voyons, réfléchissons. Et je crois que non, vraiment. Moi, j'ai du mal à avoir du respect pour des gens qui font ce qu'ils font. Hein? Oui, si vous avez quelque chose à dire, vous le dites dans le micro. Autrement, ça reste strictement intime, vous savez. Et de manière interrogative. Oui, non, mais parce que, oui, par exemple. Ça peut être... Hier, enfin cette semaine, on a appris, entre autres, la condamnation du docteur Dor, Xavier Dor. Xavier Dor, c'est un médecin, un grand médecin réputé il doit être maître de conférence ou chef de clinique ou je sais pas, enfin quelque chose comme ça. La pitié, c'est pas n'importe qui. Et lui, il trouve que les médecins ne sont pas sur terre pour tuer les bébés. C'est son droit. Donc il le manifeste d'une façon tout à fait raisonnable. Il va prier dans les abattoirs à bébés. Alors ça, pour ça, on lui a quand même collé 3 mois de tôle ferme. C'est ça qu'on appelle les commandos IVG. C'est ça qu'on appelle les commandos IVG. Vous avez pris, l'avorteur a pris un coup d'Ave Maria en pleine poire. Et bon. 2 heures de chaos. Et ah, oui. Ouais, alors, en plus, on a ajouté un credo dans le genou et un autre père derrière la nuque. Le mec, il est à l'hôpital pour 6 mois là. Et le sommet antiterroriste, il y aura un passage pour eux, non? Attends, si on fait une émission comique, il faut le dire tout de suite. Autrement, non. Alors, je ne sais pas. On me demande quelle est la profession de Pierre Wouter. Il représente les manifestants ce soir. Je ne sais pas sa profession. Je ne pourrais pas le dire. Il est permanent à laisser les vivre. Oui, hein, voilà, docteur, oui, c'est ça? Oui. On peut dire ça. Permanent à laisser les vivre et sous-officier de réserve. Je ne sais pas si c'est un métier, ça. Ça, c'est pas un métier avouable. Donc, voilà. Alors, le docteur Dor, qui est un redoutable terroriste à coup de chapelet, 3 mois ferme. Jean Madiran, il est traîné en justice quand même parce qu'il parle d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Lévy et il l'appelle Monsieur Lévy. Ce qui est quand même extrêmement grave. S'il avait appelé Monsieur Dupont, il serait moins emmerdé. Seulement, personne n'aurait compris. Ah non, là, il faisait 6 mois, parce qu'il aurait changé le nom de Lévy en Dupont, ce qui prouvait quand même un antiracisme primaire. Le fils Le Gallou, il prend 50 000 francs d'amende parce qu'il n'a pas mis d'os dans le nez de Monsieur Fodé-Silla. Monsieur Fodé-Silla est un homme sans os. Enfin, sans os. Dans le nez. Il n'a pas dans le nez, il n'a pas. Alors, la justice a d'abord dit que Monsieur Le Gallou fils était condamné pour avoir mis un os dans le nez de Fodé-Silla. Ensuite, la justice a constaté qu'il n'y avait pas d'os dans le nez. Ils ont quand même condamné Monsieur Le Gallou. C'est-à-dire qu'ils mettent un os et qu'ils ne le mettent pas, lui, il va toujours en prison sans passer par la case départ et sans recevoir 20 000 francs. Et ça, c'est des magistrats. Je veux dire, c'est des gens qui ont des robes rouges. C'est rouge, les magistrats. Il y a mis un peu de blanc, noir, quelque blanc, enfin, tout ce que vous voulez. Et ils sont assis et ils vous disent, moi, monsieur, je suis magistrat. Et vous êtes un prévenu. Vous êtes un délinquant, vous êtes un condamné, vous êtes un suspect, vous êtes tout ce que vous voulez. Mais vous n'êtes rien. Moi, je suis tout. Moi, je dis le droit, la vérité, etc. Et je suis un homme respectable. Et il faut respecter ces gens-là. Qui vous condamnent parce que vous mettez des os ou parce que vous n'en mettez pas. De toute façon, vous êtes toujours bon.
Hein, en revanche, si vous êtes corse, hein, Madame Bravois? Non, c'est Florentin. Hop, c'est encore pire. Le monstre, c'est de Florence. J'ai pas le droit de porter plainte contre vous? C'est sûrement. C'est un bon moyen de gagner du fric, sauf que je ne paye jamais. Donc, si vous êtes corse, que vous baladez avec un fusil en bande armée, etc., alors là, le ministre d'Inde. Ah, à propos, vous l'avez vu, est-ce que vous regardez la télévision l'après-midi? Je demande pas à Blanza, il ne sait même pas ce que c'est qu'une télévision. Vous regardez des fois la télévision l'après-midi? Oui. Alors, il y avait... comment il s'appelle? Debré, j'ai oublié son prénom. C'est au-dessous de zéro son prénom, je crois. Debré au-dessous de zéro, c'est ça. Non, Jean-Louis, voilà. Oui, Jean-Louis. Oui. Et alors, il était là à l'Assemblée nationale et il a parlé. Et alors vous vous dites, au fond, bon, on dit qu'on est dans une époque de désespoir, de tristesse. C'est pas vrai. À partir du moment où un Debré peut être ministre, tous les espoirs sont permis. Tout, vous pouvez tout rêver. Tout. Il faut dire aux jeunes. Tiens, je parle aux jeunes là. Les jeunes. Non, on dit pas les jeunes, on dit les jeunes. Les jeunes. Ah, les jeunes, il ne faut pas te désespérer. Quand un Debré est ministre, tu peux te rêver tout ce que tu veux. Tu peux y arriver, petit gars. Ah, c'est fabuleux, ministre. Alors, il était là, il était à l'Assemblée nationale derrière son micro et il expliquait la politique du gouvernement en ce qui regarde la Corse. C'était fabuleux, c'est un grand moment. Même Horse Fever, Plume de Cheval, qui est un des plus grands films des Marx Brothers, c'est un monument d'ennui à côté d'un discours de Debré. Plume de Cheval, vous permettez? Oui. Plume de Cheval, ça me rappelle Michel Cotta qui parle à propos de Chirac, les coups glissent sur lui comme sur un plumage. C'est joli. On comprend... Encore une qui a fait hors touche. Oui, voilà. C'est ça, oui. Alors donc, Les plumes. Debré, c'est fabuleux. Ce mec est ministre quand même, vous voyez. Mais remarquez, dans un pays qui a des magistrats comme certains, je ne veux pas dire dedans, parce que c'est pas la peine de provoquer. Non, faut surtout pas provoquer. Surtout pas. Ça ne sert Comme à rien. Dupont, par exemple. J'espère qu'il n'y a pas un magistrat qui s'appelle Dupont, si, sûrement. Leroux, mettons. Oh non, c'est pareil, il y en a sûrement. C'est compliqué d'inventer des noms. Glazule. Bah, Glazule, c'est bon. C'est bon. Hein, Glazule, voilà. c'est bon. Prenez un magistrat qui s'appelle Glazule. Eh bien, ça ne peut pas être pire qu'un ministre qui s'appelle Debré. Et ils se reproduisent en plus. Ils sont ministres de père en fils dans cette famille. Alors donc on l'a vu là, et il a fait un discours, c'était hallucinant, c'était dans aucune langue connue. Et en plus, parlant aucune langue connue, il arrivait à dire le contraire de la vérité. C'est même pas du mensonge, c'est le strict contraire de la vérité. C'est-à-dire qu'il expliquait que en Corse, tout va bien. La Corse est traitée, c'est un département comme les autres, sauf qu'il y a plus de morts que dans tous les autres réunis. C'est deux départements. Hein? Oui, deux. Bah, c'est pour ça qu'il y a... D'accord. Il a dit un. Ça me rappelle Lagardère qui a dit que l'Afrique est un grand pays. Et il a rajouté l'Amérique latine aussi. Alors donc, vous avez donc M. Debré qui fait des discours. Vous avez M. Emmanueli. Il n'est pas encore condamné celui-là. J'ai pas eu les résultats de l'affaire de... Xavier? Oui, non pas Xavier, Henri. Non, il n'est pas condamné. Non. Dans l'affaire de Urbain au Mans, il est tout... Alors j'en appelle à nos auditeurs du Mans, ils doivent être au courant. Tout va bien pour lui. Donc il n'est pas condamné. Vous avez M. Tapie, qui fait du cinéma, il n'est pas condamné. Il est condamné 67 000 fois, mais lui, il va toujours pas en prison. Et donc tout va bien. Le seul qui va en tôle, c'est quand même M. Dor, le docteur Dor, et puis Madiran qui va pas tarder aussi à y aller, forcément, parce qu'il appelle M. Lévy. Ce qui est vraiment impardonnable. Hein? Absolument. Bon, moi je vais l'appeler Madiran, tiens. Absolument. Voilà. Bon, et puis je vais appeler, je sais pas, Sanders. Donc maintenant on dit Bernard-Henri Madiran? Non, alors non, on n'a pas le droit encore. Attendez, c'est pas le même. Il faut arrêter maintenant parce que vous allez finir par dire des Bernard-Henri Sanders. Oui. Laissez-moi rappeler que nous sommes sur Radio Courtoisie, le libre journal de Serge le libre journal de Serge de Beketch qui va recevoir le docteur Tremblay. Voilà. Alors tout ça pour vous dire que je me demande quand même si, et là je deviens sérieux pour 2 minutes, je me demande vraiment, et là avec beaucoup de sérieux, si il faut continuer à obtempérer aux convocations des magistrats. Vous voyez, hier, le 12 hier, il y avait donc Jean Madiran qui comparaissait devant la 17e chambre correctionnelle pour avoir appelé M. Lévy. Il y est allé, il s'est présenté devant les magistrats. Je me demande s'il a eu raison. Moi, j'y serais pas allé. Moi, en tout cas, j'y vais pas. C'est fini. Je n'y vais plus. Je me sens maintenant exactement en situation de résistance.
je résiste. C'est-à-dire que je prends le maquis. Le maquis judiciaire, le maquis politique, le maquis fiscal, le maquis, tout ce qu'on veut. Je marche plus. Je ne veux pas être jugé par ces gens-là. Je ne leur reconnais pas le droit de me dire ce que j'ai le droit de dire, ce que j'ai le droit de penser, ce que j'ai le droit d'écrire. Je ne leur reconnais aucune autorité. Ce sont des collabos. Nous sommes un pays occupé, et moi je suis en situation de résistance maintenant. Et je ne me rends pas devant les convocations d'une justice de collabos, d'une police de collabos, d'une politique de collabos. Voilà. Et je crois qu'il faudrait étendre cette disposition d'esprit. Je ne leur reconnais pas le droit de me dire quels sont mes droits. Je suis un citoyen français, fils d'un sous-officier français, mort pour la France, mort au champ d'honneur. Je ne suis pas un larbin qui va obéir à des coteries, à des lobbies, à des tribus, à des bandes, à des gangs, à des associations, à des maçonneries qui vont me dire quand j'ai le droit de parler et quand j'ai le droit de fermer ma gueule. Maintenant, je l'ouvre et je leur dis que je les emmerde. Citoyen français, libre dans mon pays, je suis un résistant déclaré. Donc, je le dis maintenant, vous pouvez m'attirer dans vos prisons, parce qu'il faudra envoyer vos flics pour m'arrêter, mais je n'irai pas dans vos prétoires. Parce qu'il y en a marre de cette coalition de petits collabos, de petits voyous, de petites crapules, de petits profiteurs, des gens malhonnêtes, tordus, vicieux, qui vont me dicter le bien et le mal. Je ne peux pas supporter cette idée. Et je trouve que quand on se rend, comme l'a fait Madiran, c'est son droit strict, attention, dans un tribunal, ou comme le fait Le Gallou, finalement, on se rend coupable de complicité avec l'ennemi. Et au fond, Vergès avait parfaitement compris, Bertrand Vergès a parfaitement compris le système. Je crois qu'il a raison, il avait raison d'avoir cette attitude, ce qu'il appelait la stratégie de rupture. En disant, moi je ne vous reconnais aucun droit de me juger. Qui êtes-vous pour me juger? Quels sont vos titres? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir fait l'école de la magistrature pour décider de ce que moi, Beketch, je vais écrire dans un article. Moi, ça fait 30 ans que je suis journaliste. Et j'ai des opinions, et j'ai des idées. Et je n'ai jamais volé personne. Et je n'ai jamais fait de crapulerie ni de malhonnêteté. Je ne suis pas un homme politique, moi. Donc, qu'est-ce qu'on va me chercher des poux dans la tête? Quel magistrat a le droit de me dire ce que j'ai le droit de penser, de dire et d'écrire? Aucun. Aucun. Je ne leur reconnais aucun titre à le faire. Est-ce qu'ils tiennent leur légitimité d'une quelconque, comment dirais-je, d'une quelconque puissance supérieure? Quelle puissance supérieure? Qui les a élus? Qui les a fait rois? Personne. Moi, je ne marche pas. Je ne marche pas. Je n'accepte pas qu'un type que je n'ai pas désigné, que je n'ai pas reconnu, qui n'a aucun titre, aucune légitimité, aucune puissance spirituelle, intellectuelle, aucune dignité particulière, décide que je vais aller en prison avec ma complicité. S'ils veulent me mettre en prison, ils peuvent le faire. Ils ont avec eux toute la force publique. Ils ont les flics, ils ont les gendarmes, ils ont tout ce qu'ils veulent. Donc ils peuvent parfaitement me traire en prison. Mais à mon corps défendant. Pas avec mon accord. Voilà. Donc je suis maintenant... J'ai décidé ça quand j'ai vu ce procès Madiran, qui est un tel scandale. Un tel déni. Le fait même qu'on puisse forcer Jean Madiran, qui a autre chose à foutre, à perdre une journée, à comparaître devant un tribunal qui va lui dire quoi? C'est scandaleux. De quel droit on fait une chose pareille? Donc là, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est fini. Je ne marche plus, je ne veux plus. Alors maintenant, si on veut me voir devant un tribunal, c'est facile, il faudra m'envoyer les gendarmes. Je ne résisterai pas, je n'ai pas la force physique de le faire. Mais il faudra savoir qu'on me condamne à mon corps défendant. Je ne suis pas d'accord. Je ne reconnais à personne le droit de me traiter de cette façon. Et je trouve que les Français, je dis bien les Français, les autres, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent. Vraiment, ils font ce qu'ils veulent. Alors. Mais les Français, dans leur pays, s'il leur restait un tout petit peu de l'âme de résistance qui a inspiré des gens comme Destienne d'Orve ou Jean Moulin bon, on peut en citer pourtant, hein. Enfin tous ceux dont les noms sont sur les plaques de rue, y compris ceux dont les noms ne sont pas sur les plaques de rue. Ils sont plus sur les plaques de rue. Eh bien s'ils avaient un tout petit peu de l'âme de ces gens-là, ils feraient comme moi et ils diraient vous pouvez me faire du mal, vous pouvez me condamner, vous pouvez briser mon corps, mais vous ne pouvez pas briser mon cœur. Alors c'est fini, je ne marche plus, je ne vous respecte pas,
je ne vous estime pas, et par conséquent, le mal que vous me faites, c'est autant de bien qui me sera fait dans l'au-delà. Amen, comme disent les Américains. Je peux dire ce que je pense de ce que vous venez de dire? Oui, je pense bien, bravo. Je pense que vous avez beaucoup de courage de le dire, et surtout à un micro, étant donné qu'il y a au moins 12 ans de cela, une vieille dame qui avait été médecin m'a dit la même chose, mais en toute confidence. Et m'a dit, madame, c'est un très gros risque à l'heure actuelle en France de dire à haute voix ce qui est la vérité. Il faut malheureusement prendre le maquis. Et c'était il y a 12 ans, et ça m'avait beaucoup frappé. Et c'était quelqu'un d'extrêmement tranquille, qui avait simplement vu. Ça veut dire qu'elle avait 12 ans d'avance sur moi. Oui. Mais j'étais un petit peu trop jeune il y a 12 ans. Non, je trouve très courageux de dire au micro. Bravo. Il faut le dire et le faire, ça n'est plus possible. On ne peut plus être complice de ce système. On ne peut plus. Alors, quelles que soient les raisons, moi je sais que dans mon fort intérieur, je ne suis pas coupable des crimes qui me sont forcément imputés. Et par conséquent, je ne reconnais à personne le droit de me condamner pour ces crimes que je n'ai pas commis. Ma petite Pour rester Victoria. dans les procès, nous recevons beaucoup de messages qui nous disent que Emmanuelli vient d'être condamné en appel à 2 ans, avec sursis, 30 000 francs d'amende et 2 ans de privation de ses droits civiques. Et il se pourvoit en cassation. Vachement bien. 2 ans avec sursis, c'est-à-dire qu'il ne va pas en prison, tandis que le docteur Dor, lui, va aller en prison pendant 3 mois. Il va dormir en prison. Voilà. Et la journée, il pourra aller et venir, le docteur Dor. Enfin, ça c'est de la putasserie, c'est une hypocrisie formidable. Est-ce que vous le connaissez, le docteur Dor? Vous l'avez vu ici, hein? Voilà, oui. Vous imaginez cet homme qui est évidemment un ange, il suffit de regarder sa tête, il a un visage d'ange. Vous l'imaginez rentrer le soir en prison. Mais comment un magistrat peut-il prendre une décision pareille? Mais qu'est-ce qu'ils ont à la place du cœur, ces gens-là? Ils n'ont même pas une pierre. Enfin, c'est une crotte de chien. C'est pas possible, on ne peut pas faire une chose pareille. Condamner un homme. Ce médecin, il a prêté le serment d'Hippocrate. Comment peut-il faire autrement que de défendre l'enfant à naître contre les avorteurs et les assassins? Il est obligé de le faire. On l'envoie en prison pour ça? Mais s'il ne le fait pas, c'est les médecins avorteurs qu'on devrait envoyer en prison. C'est eux qui trahissent leur serment. Enfin, on vit vraiment dans un monde qui va sur la tête. Comment les Français peuvent-ils accepter ça? Et là-dessus, vous avez des élections. Vous allez dire, ça n'a rien à voir, c'est tellement caca les élections. Enfin, vous avez des élections dans le Var. Hein, et ce peuple d'abrutis, ce peuple de larves, ils votent pour l'UDF et pour le Parti Socialiste. Comment ils peuvent encore se regarder dans la glace? C'est taré. C'est effrayant. Quand on se bat pour ces gens-là, mais qui crèvent. Mais vraiment, hein. Qui crèvent. Ils en veulent des socialistes. Mais ils n'en ont pas assez au bout de 14 ans. Ils ont encore voté pour le candidat socialiste dans le Var. C'est effrayant. Et pour la candidate UDF. Alors vous me direz, ils ont voté 23% de 45%. Je ne suis pas très fort en calcul, mais ça doit faire à peine 10%. Ça, hein. 23% de 40%. C'est la portion congrue. Oui, le gru est vraiment de trop. Mais ils ont quand même voté, et cette femme-là, ou cette socialiste, enfin ce socialiste ou cette UDF, va être élue. Ils vont être élus, ils vont être à l'Assemblée nationale. Et ça a un sens, l'Assemblée nationale, puisque nos amis, aujourd'hui, manifestent devant l'Assemblée nationale. Comme si cette Assemblée de 560 bons hommes, élus par à peine 10% de la population, avait le moindre sens. On vit vraiment dans un monde de fous, je vous le dis, moi. Donc, moi, j'en ai marre, je sors. Maintenant, je descends. Ça y est, je ne suis plus dans ce train-là. Voilà. Alors, si on veut me faire remonter dans le train, il faudra me mettre dans le fourgon à bagages, attaché avec de la ficelle, mais de mon propre chef, je ne voyage plus. Alors, beaucoup d'auditeurs vous félicitent pour les déclarations que vous venez de faire, avec tout de même une petite réserve, là. Vous ne risquez pas d'être jeté en prison par les flics, il n'y en aura bientôt plus, ils se suicident tous les uns après les autres. Oui, alors voilà, tiens, faites bien de m'en parler. C'est faux, c'est un mensonge. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Statistiquement, on nous dit, d'abord les chiffres vont de 10 à 15. C'est-à-dire que personne n'est capable de dire combien il y a eu de suicides dans la police depuis le début de l'année. Pour commencer. Bon. Quoi qu'il en soit, le chiffre donné, statistiquement, établit que il n'y a pas plus de suicides dans la police que dans n'importe quelle autre catégorie socio-professionnelle en France. C'est bidon. C'est un mensonge médiatique, parce qu'on est au mois de mars. Hein. Donc on est, je crois, le 70e ou 75e jour de l'année. Donc en 75 jours, il y a eu, disons, 15 suicides. Ce qui veut dire, si je sais compter, un suicide tous les 5 jours, 6 jours, à peu près. Hein. 5 jours et demi.
Vous prenez n'importe quel groupe socio-professionnel, à proportion du nombre, c'est la même chose. Et quel est leur but? Il n'y a pas de but. C'est ça, l'erreur, c'est de croire qu'il y a un but. Il n'y a pas de but. Il n'y a pas de... La manipulation de l'information n'a jamais d'objectif. Le seul objectif, c'est de fabriquer de l'information. C'est-à-dire que il y a un type qui lance une idée. Bon, il apprend, c'est aussi simple que ça. Un journaliste à l'AFP ou ailleurs apprend qu'il y a un suicide de flic. Il se dit qu'il y en a déjà eu un la semaine dernière. Alors il vérifie et il dit ah tiens c'est vrai. Et la semaine d'avant il y en avait eu un encore. Et il se dit oh ça fait beaucoup. Et il fait un papier en disant on se suicide beaucoup dans la police. C'est faux. Pas plus que dans la charcuterie, pas plus que chez les pompiers, pas plus que chez les infirmières. On se suicide pas plus dans la police qu'ailleurs. Mais non, chez les hommes politiques? C'est pas une catégorie socio-professionnelle, ça. C'est une maladie, ça. Ah bon? Ah oui, c'est une maladie, la politique. C'est une vilaine maladie, d'ailleurs. Mais aussi, il y a des suicides. Et statistiquement, je suis sûr qu'on arrivera à démontrer que parmi les élus, si on considère que les assassinats sont une forme de suicide, il y a autant de suicides qu'ailleurs. Voilà. Comment Serge de Békèche concilie-t-il ces thèses réfractaires avec le dénigrement habituel des séparatistes régionaux corses, basques et bretons? Je ne réponds pas à cette question qui est dictée par la mauvaise foi, car je n'ai pas pour habitude de dénigrer les séparatistes régionaux corses, basques ou bretons. Moi, je trouve qu'on devrait donner leur indépendance à toutes les régions qui les veulent, à condition qu'ils partent en emportant leurs ressortissants sous le bras et sans les pensions. Parce que c'est quand même un petit peu facile. L'Algérie nous en fait le coup. Ils sont partis, on était bien contents qu'ils en aillent. Ils nous ont virés, on était bien contents de rentrer chez nous. Mais maintenant, ils gardent le fric, ils continuent. Enfin, comme disaient les Belges, vous avez bien gagné la guerre d'Algérie, non? Oui, bien sûr. Mais alors pourquoi vous avez gardé tant de prisonniers? Voilà. Donc, ceux qui veulent plus être français, qui rentrent chez eux. Enfin, chez eux. Qui rentrent. On ne peut pas obliger les gens à être français. D'autres remarques désagréables? Pour le moment, c'est tout. Alors donc, si vous allez à la santé, attention, vous pourrez peut-être vous y soigner, la santé, mais vous nous manquerez. Non, mais je dis pas, j'ai aucune raison d'aller en prison. Je dis simplement que, enfin si, j'ai peut-être des raisons d'aller en prison, mais personne ne le sait. Et je ne le dirai pas. Politiquement incorrect. Mais je dis simplement que le jour où on me condamnera, ce sera à mon corps défendant. Je ne me prêterai pas au truc. C'est-à-dire que je ne parlerai pas devant le tribunal, je n'irai pas voir d'abord je n'irai pas voir le juge d'instruction. J'ai rien à lui dire, parce que je ne reconnais pas son autorité. Je n'irai pas devant le tribunal où j'y serai traîné de force et je ne dirai rien, et je ne prendrai pas d'avocat pour me défendre. Voilà, c'est une décision que j'ai prise après une mûre réflexion, mais il y en a marre. Parce que j'ai aucune raison de participer à ce carnaval. Voilà. Le carnaval des chafourés, c'est pas pour moi. Là, j'ai des choses sérieuses à faire. Voilà. Alors, docteur Tremblay, vous êtes donc vous êtes président de l'association. Si vous parlez dans le micro, vous allez voir, ça ira beaucoup mieux à la radio. Président de l'association des célibataires. Alors, vous avez choisi un axe d'action, une direction d'action qui n'est pas aussi spectaculaire que l'action dont on parle beaucoup en ce moment, les manifestations dans les avortoirs ou devant les avortoirs, etc. Mais vous participez aussi à ça, mais vous avez un autre axe qui est très intéressant aussi, et qui est un axe de recherche statistique, on pourrait dire. Enfin, démographique et familiale et démographique. Voilà. Oui. Et alors, je vous avais déjà invité pour parler de ça il y a quelques mois, et là, il y a une chose un peu nouvelle, c'est que vous avez mis à jour une nouvelle incohérence statistique, une nouvelle, même pas incohérence, une nouvelle contre-vérité, on peut dire. J'aimerais bien que vous nous l'expliquiez, parce que c'est assez frappant. Oui, c'est assez spectaculaire. Je dois dire que moi-même, en faisant les calculs, les comptes, si on peut dire, je me suis aperçu d'une chose tout à fait extraordinaire. Vous avez tous entendu au moment des grèves de décembre, on a parlé de la sécurité sociale sous tous les azimuts, partout.
Et on a parlé de son déficit, et, de façon très, très, très diverse, enfin, les hommes politiques, les syndicalistes, l'appareil médiatique, tout le monde en a parlé. Et on a attribué le déficit à des tas de choses, sauf la chose principale. C'est assez curieux. Je suis un ami de sa vie, et il a ses publications. J'ai tout simplement pris les publications officielles sur les comptes de la nation, etc., comptes nationaux de la santé, comptes de la protection sociale, et j'ai fait les calculs correspondant à ce qui est dit officiellement, absolument partout, et sur la composition de la population. Et j'avais comme chiffre, je peux donner ces quelques chiffres-là, c'est les points de départ. 1990, nombre de retraités 9,9 millions. Nombre de cotisants 22 500 000. 95, nombre de retraités 11,4 millions. Nombre de cotisants 22 millions 2. Donc il y avait une augmentation extrêmement nette de la population âgée entre ces 5 ans. Puisque ça fait 1,5 million de plus. Et le nombre de cotisants a diminué. Et alors il y a une notion très connue, j'ai toute une bibliographie dans l'article que je viens de paraître, j'ai cité toutes les sources, l'INSEE, le CREDES, etc. Et la population âgée, c'est comme ça, consomme plus que la population générale. C'est un fait scientifiquement établi. C'est l'âge des grandes maladies, c'est l'âge des maladies durables, c'est l'âge de toute espèce de choses, que ce soit dans le domaine rhumatologique, cardiovasculaire, etc., j'en passe. Et on sait que, grosso modo, il y a 5 ou 6 statistiques là-dessus, que cette population consomme en gros 2,5 fois ce que consomme la moyenne nationale. C'est environ 2,5 fois la moyenne nationale. Autrement dit, je ne dis pas 2,5 fois l'autre partie, 2,5 fois la moyenne nationale. Autrement dit, une telle augmentation en 5 ans devait influencer les statistiques et les résultats. Et j'ai calculé les sommes consommées en 90, et puis les sommes consommées en 95, et on a une différence. Et vous savez que la RDS est faite pour payer 230 milliards de déficit. Eh bien, la différence de consommation médico-pharmaceutique normale, c'est pas du tout le corps médical qui est en cause, c'est la structure de la population, est de 270 milliards. Autrement dit, la population âgée a la totalité de la responsabilité de l'augmentation. Et je dirais même que la sécurité sociale a fait une économie de 40 milliards, n'est-ce pas, par toute espèce de choses, non-remboursement, etc., économie de gestion, tout ce qu'on peut imaginer. Alors, attendez, je voudrais comprendre, parce que moi, j'ai pas l'esprit très mathématique. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la totalité du déficit de la sécurité sociale dans la période 90-95 est liée à l'évolution au vieillissement de la population. Exactement, et c'est la cause principale. Et c'est pas du tout c'est pas une critique de la population âgée, rien du tout, c'est pas ça, c'est un fait absolument majeur, parce que l'évolution... On peut quand même pas demander aux gens âgés de se suicider pour faire des économies à la sécurité sociale. Mais il y a des gens qui le demandent, mais c'est pas chez nous. C'est pas chez nous. Voilà. Et justement, le fait extraordinaire, c'est ça. Et comme ce phénomène va durer, alors là, le fait qui m'a frappé énormément, qui m'a fait faire cette étude et puis quelques autres, c'est que pas un homme politique sur 2500, à peu près, n'est-ce pas, dans la classe politique. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, pas un. N'est-ce pas, je dis, bon, on ne sait pas la démographie, on ne connaît pas ces choses-là, on ne connaît pas tout ça, n'est-ce pas, alors, bon. Mais pas un seul sur 2500, pas un seul chef syndicaliste sur tout le système syndicaliste, pas un seul du grand appareil médiatique, ça fait quand même beaucoup. Hein. Alors, ou bien vraiment ils ne savent rien, ou bien il y a un veto, quelque part, pour ne pas dire les choses. Je crois que c'est les deux. Moi, je crois que c'est qu'ils ne savent rien et qu'en plus, on leur interdit de dire ce parce qu'ils ne savent pas. Normalement, il aurait dû y avoir au moins quelques isolés
qui s'aperçoivent d'un phénomène aussi majeur, qui est archi connu, n'est-ce pas? Je crois que vous soulevez un autre, enfin rapidement, à la faveur de votre du document que vous avez publié, vous soulevez une autre réalité qui échappe souvent. C'est que vous soulignez qu'il y a un mensonge qui consiste à dire que la vie s'allonge. En réalité, la vie ne s'allonge pas, les gens vivent pas tellement plus vieux, mais il y a beaucoup plus de gens, ou plus exactement, il y a beaucoup de moins de gens qui meurent jeunes. Oui, et que par conséquent... oui, c'est toute une question qui mériterait, qui a été longuement discutée. Mais ce que je voulais dire encore, c'est que ce phénomène qui vient de se passer, je répondrai au reste de la question tout à l'heure, va durer. Ce qui est très grave dans cette affaire, c'est que on prend sur le fait un document, une chose sensationnelle, énorme, pas un mot dans l'ensemble de l'appareil. Mais alors, comment expliquer, en dehors de l'ignorance qui est probable, oui, de la sottise qui est certaine, pourquoi faire le silence sur cette aspect de la question? Alors il y a une raison, n'est-ce pas? Alors déjà, cette affaire, ce qui est extraordinairement important, c'est que ce vieillissement va durer très longtemps. C'est-à-dire que la France, la proportion de ces jeunes va diminuer, enfin, etc., etc. L'allongement de la durée de la vie, enfin, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ça va durer très longtemps. Et nous avons 10 ans de 1995 à 2005, pendant lesquels cette population va augmenter régulièrement de 150 000 par an, alors que le nombre des cotisants est stationnaire ou diminue ou est stationnaire. Là, il avait diminué de 300 000, n'est-ce pas? Il augmentera un petit peu peut-être, mais enfin c'est une autre question. Mais après, en 2006, il y a rupture complète de l'évolution. En 2006, il y a une cassure et il y a un doublement de l'augmentation de la partie âgée. Et ça dure 28 ans. C'est normal, c'est l'année où je fais 60 ans. Donc 46 voilà. Plus 60, ça fait 2006. Voilà. C'est le passage dans l'âge de la retraite des générations importantes de 46 à 73. Voilà. Bon, alors c'est un phénomène. Vous êtes dedans, vous, Blanza? Plus ou moins, mais c'est un phénomène colossal. C'est un phénomène colossal parce que... C'est un phénomène colossal parce que si le reste de la population active évoluait parallèlement, il n'y aurait aucun problème. C'est un problème qui est parfaitement, techniquement soluble, n'est-ce pas? Mais comme il est méconnu, on en a eu une démonstration éclatante, on ne peut pas faire mieux, zéro sur un phénomène énorme dont tout le monde a parlé pendant un mois. Zéro, c'est zéro sur 3000 personnes, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Non, on peut pas faire moins, pratiquement. On peut pas faire moins. Alors là, il y a quelque chose de fantastique, parce que si on ne traite pas ce problème-là, eh bien c'est l'écrasement de la population adulte par les charges sociales, l'augmentation des prélèvements obligatoires, c'est la défaite économique, c'est une crise économique sans précédent, et nous luttons, moi j'ai déjà dit ces choses-là il y a 10 ans, n'est-ce pas, en 85, naturellement ça ne servirait rigoureusement à rien, ça ne sert jamais à rien pratiquement avec la classe politique que nous avons. Alors je continue à le dire. C'est tout à votre honneur. Je continue à le dire. C'est d'autant plus long parce que c'est inutile. C'est inutile. Alors là, n'est-ce pas, le phénomène le plus extraordinaire, c'est que maintenant, si on veut réagir, c'est urgent. Vous voyez ? Parce que, comme on dit, pour faire un adulte, il faut 20 ans. Autrement dit, toute variation qui se produira maintenant, elle donnera un adulte cotisant, on est en 96, en 2016. Donc vous avez déjà 10 ans de retard pour corriger l'anomalie en question. Donc déjà, moi, je ne vais pas toucher ma retraite. Voilà. Alors, nous nous adressons tout spécialement aux jeunes. Aux jeunes, au lieu de nous écouter, vous devriez faire des enfants. Nous allons faire notre congrès dans un mois au Palais des Congrès de Versailles, place du Château, là, n'est-ce pas, vous savez. Et nous appelons tout à fait les jeunes à comprendre cette question, parce que cette société actuelle qui leur rend la vie très difficile, il faut bien reconnaître que pour rentrer dans l'emploi, c'est toute une affaire. La société actuelle ne les accueille pas dans l'emploi normalement. Enfin, c'est une lutte épouvantable. Eh bien, non seulement elle ne les accueille pas actuellement, mais elle leur prépare
une volée de bois vert pendant 20 ans tout à fait extraordinaire. Alors nous leur disons, essayez de comprendre tout de suite, n'est-ce pas? Parce que si vous comprenez, vous pouvez tout de même faciliter les solutions dans cette affaire. Mais moi alors, dans cette histoire, comment je vais faire moi à 60 ans? Parce qu'en réalité, il y a que ça qui m'intéresse. Non, mais justement, cette affaire intéresse tout le monde, parce qu'on croit que les personnes âgées, n'est-ce pas, au fond, n'ont pas du tout à se préoccuper de cette affaire. Mais s'il n'y a personne pour payer leur retraite, eh bien, elles trinqueront comme les autres. Ben, c'est bien ce que je vous dis. Moi, je suis une personne âgée. C'est déjà commencé d'ailleurs. Voilà. Chaque année, je suis un tout petit peu plus une personne âgée. Le fait qu'on ne veuille absolument pas parler de cette réalité, qu'on ne veuille absolument pas prononcer le mot, je crois qu'on ne veut pas prononcer le mot de vieillissement, parce que si on prononçait le mot de vieillissement, on serait amené à faire une autre politique qu'on ne veut pas faire. Alors, si on dit ce mot-là, alors là, ça déclenche tout un mécanisme, n'est-ce pas? Ce matin, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres un document qui m'a fait rire, mais je pensais pas que c'était aussi drôle que ça, parce que je l'avais gardé pour Blanza, mais finalement, ça vous irait assez bien aussi. Enfin, ça rentre assez bien dans votre sujet. C'était une publicité avec un panneau d'interdiction de sens interdit, un gros panneau de sens interdit, et le texte était interdit de vieillir. Et c'était une publicité pour la mélatonine. Vous savez, la mélatonine, c'est ce truc qui il paraît que ça rend les vieux jeunes, ou ça empêche les jeunes de devenir vieux. Je sais pas exactement. Enfin, ça fait quelque chose. Pareil. Donc interdit de vieillir. Et au fond, c'est pas du tout idiot, c'est interdit de vieillir sous peine de mort. À force de vieillir, on va finir par crever. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que alors qu'il y a des solutions possibles, on se refuse à dire une chose qui va exister, qui est absolument certaine, absolument connue, etc. Seulement, si on le disait, on serait obligé de faire une autre politique qu'on ne veut pas faire. C'est la seule explication. Moi, je vois pas d'explication. Pourquoi conduire ce pays à la oui, mais il doit y avoir une... Moi, ça, c'est peut-être en dehors de nos compétences, mais il doit y avoir quand même une explication de caractère métaphysique, parce que l'espèce de folie suicidaire de ce pays qui est pris entre l'avortement, l'euthanasie, le vieillissement, on se demande vraiment, et quand même quand on voit toute la justice, pour en revenir à ça, le corps politique, judiciaire et policier qui est mobilisé contre des gens qui vont prier devant des endroits où on tue des bébés, on se dit, c'est le Satan est au pouvoir. Non, mais il y a une puissance satanique qui tient des choses tout à fait extraordinaires. Quelle solution? Eh bien, il y a déjà assuré le renouvellement des générations. Ça, c'est la chose absolument majeure, parce que ça, c'est déjà trop tard, puisque vous nous dites qu'en 2006... Non, c'est jamais trop tard, mais ça veut dire qu'il y a un retard dans le temps. Mais même si vous arrivez à avoir des chiffres valables à partir en 2016, au point de vue adulte, n'est-ce pas, c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Ça, c'est le moyen parce que le vieillissement, il suffit que vous modifiez les proportions des autres parties de la population pour que le phénomène se corrige. Il ne faut pas croire que c'est un phénomène qui ne se corrige pas. C'est une simple question de proportion, n'est-ce pas? Si la proportion des personnes, le nombre des personnes âgées augmente, mais si le nombre des personnes adultes augmente parallèlement et le nombre des jeunes parallèlement, il n'y a plus de vieillissement. Les proportions sont rétablies, n'est-ce pas? Donc ça c'est très très important. Et puis il y a une autre question, et ça il faut en dire un petit mot, très fondamentale, c'est l'augmentation des cotisants, des payeurs cotisants. C'est-à-dire, ça c'est le problème de l'emploi. Et alors là, il y a encore un phénomène qui est pour nous extravagant, c'est qu'il est tout à fait possible actuellement, par ce qu'on appelle l'indemnité de garde élevée, égale au SMIC, d'avoir, n'est-ce pas, qui est concurrentiel avec le chômage, qui coûte moins cher que le chômage. Si vous donnez ces chiffres-là à 2 millions de personnes, n'est-ce pas, eh bien, l'État gagne de l'argent. Et c'est une question de présentation pour que cette indemnité soit séduisante pour les femmes, n'est-ce pas? Et dans ce cas, vous avez 2 millions de cotisants de plus.
Donc, vous pouvez corriger le phénomène sur le plan financier. Quand vous parlez de ça, vous en tant que responsable de l'essai Lévy, vous rencontrez des personnalités politiques. Oui. Donc vous leur tenez ce langage-là. Oui, Alors, quelle est leur réaction? Non, mais on ne fait que ça. On envoie ces documents. Ces documents-là ont été envoyés. Non, mais ils ne lisent pas, tout le monde le sait, voilà, on s'en fout. Mais quand vous les rencontrez, vous leur dites ça. Quand on leur dit ça, ils disent oui, c'est intéressant, etc. Mais ça va pas plus loin, vous comprenez? Alors, ce qui est fabuleux dans l'affaire, c'est terrifiant, moi, je trouve. Terrifiant. Ce pays est vraiment un pays affolant. Ce qui est fabuleux, c'est que le déficit actuel est très très grave. Enfin, le déficit financier, enfin, vous avez 325 milliards de déficit cette année, en 95. Vous avez à peu près 4000 milliards de dettes actuellement. Or, il n'y a aucun moyen, si vous ne trouvez pas un moyen de remettre au moins 4 millions de personnes dans le circuit de l'activité, n'est-ce pas? Or, c'est faisable, n'est-ce pas? Eh bien, si vous ne trouvez pas un moyen de le faire, vous arrivez à des déficits de faillite, n'est-ce pas? Au point que, en laissant, nous avons fait une conférence là-dessus en disant, nous allons examiner ce qui va se passer si on ne change rien. Ben, si on ne change rien, nous allons, vers la fin de la période, à quelque chose comme 20 000 milliards de dettes, et avec un budget de la dette qui sera supérieur au budget des autres choses. On dirait mon compte en banque. Là, nous avons une dette de 3 000 milliards avec un budget de la dette de 200 milliards, n'est-ce pas, de 200 milliards par an. Eh bien, il reste à peu près 1200 milliards pour le reste, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons arriver à un budget de la dette de 1400 milliards avec 1200 milliards pour le reste. Puisque, docteur, vous avez une économique totale. Vous avez une bonne pratique de la statistique démographique. Et on a des auditeurs qui nous disent, est-ce qu'on peut évaluer le poids de l'immigration sur cette question? Je veux dire par là, alors pour dire les choses clairement, est-ce que d'après la connaissance que vous avez de cette question, on peut considérer que l'immigration est un phénomène positif par rapport aux retraites ou négatif? Ah bien là, tout dépend, n'est-ce pas? Il y a deux choses, parce que il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça dépasse le cadre du temps. On pourrait y revenir, mais en deux mots. Là, en deux mots, il y a une notion qui n'est pas expliquée clairement, c'est que l'immigré, n'est-ce pas, quand l'immigré à l'âge des générations nées entre 46 et 73, eh bien, il va augmenter nécessairement à ce moment-là la vague du vieillissement. Ça, il faut toujours y penser. S'il y a un immigré qui a l'âge d'un des enfants nés dans cette période-là, il augmente la vague de... Bon. Alors, la grande question, c'est la création de l'emploi. Et ce qui est frappant, là, sur l'immigration, il y a énormément à dire. Ça fait quand même un moment qu'on a commencé à en parler. Ça fait un moment qu'on a commencé à en parler. Il y a de très bons documents qui sont parus sur la question, mais ce qu'on veut dire, c'est que dans la mesure où vous arrivez à la création d'emplois nécessaires pour corriger ces déficits, vous pouvez y parvenir. Or, ce qu'on ne comprend pas, alors là, ça pose encore un nouveau problème, c'est que une mesure que nous proposons on l'a proposée depuis le congrès de Strasbourg en 73. Vous voyez que ça fait quand même un petit moment, ça fait 22 ans qu'on a proposé ça pour la première fois, n'est-ce pas? Eh bien, on n'en veut pas. Alors que le gouvernement actuel court après l'argent, n'a pas d'argent. Là, il peut avoir de l'argent avec cette mesure, ça ne lui coûte rien, non seulement mais ça lui rapporte, mais il n'en veut pas. C'est un veto absolu. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'il y a le lobby féministe malthusien, avorteur international, n'est-ce pas, qui s'oppose absolument. Alors je vous signale que l'ONU, l'organisation qui s'occupe de la population dans cet organisme, a publié ces chiffres récemment. Eh bien, ça marche à la moyenne de 45 millions de morts par an depuis 20 ans,
qui ont été tués par avortement. Ça fait 900 millions de morts tués par avortement depuis 20 ans, n'est-ce pas, sous l'égide de ces organisations mondiales de l'avortement. Alors, ça ne plaît pas à ces lobbies, parce qu'on veut absolument que toutes les femmes travaillent le métro à 7 heures du matin, etc., mais alors à 100%, de façon non pas à leur rendre la vie plus agréable, mais surtout à faire baisser la natalité. Alors le lobby féministe malthusien s'oppose absolument à ce que le gouvernement français gagne de l'argent. J'espère que vous êtes conscient que vos propos sont absolument politiquement non conformes. Je suis conscient. Non, mais c'est essentiel, parce que non, pas que vous soyez pris par surprise. Non, je ne suis pas pris par surprise, mais ça, nous savons très bien que nous avons un obstacle majeur, alors qu'on peut vraiment, je dirais, dans des conditions financières faciles, parce qu'on vous dit actuellement, on ne peut pas faire de politique familiale parce qu'on n'a pas d'argent. Mais là, on vous dit, mais on vous fait gagner de l'argent. Ben non, on n'en veut pas. Et si on ajoutait une mesure que notre mouvement a proposée, ça s'appelle la retraite de la mère de famille non liée au salaire, cette mesure ne coûte rien au moment de sa proclamation, et là, ça permet à peu près de doubler les ressources financières qu'on porte à l'État. Eh bien, c'est le refus absolu. Alors donc, comme non seulement on ne fait rien, mais il y a pire que ça. Jusque-là, même M. Balladur avait fait une politique pro-familiale, il faut le reconnaître très honnêtement, et je dois dire qu'il y a eu une toute petite hausse en 95, et c'est très probablement lié à cette politique. C'était une petite politique, mais elle était pro-familiale. Or maintenant, il y a une politique antifamiliale vigoureuse, dont la première mesure a été prise le 1er juillet 1995, n'est-ce pas, en ne faisant pas la revalorisation légale des prestations familiales, et avec le projet que vous savez de fiscalisation, etc. Alors, donc ça veut dire que il y a un sujet à discuter. Est-ce qu'on peut ne pas traiter cette question? Eh bien, le gouvernement nous a répondu par M. Juppé qu'on ne peut pas, on ne traitera pas cette question, mais qu'on se propose de l'aggraver. Alors là, franchement, nous sommes vous êtes surpris, non? Perturbés. Vous êtes surpris? Non, je suis pas surpris. Vous me rassurez, parce que... Non, je suis pas surpris, mais enfin... Je crois qu'il faudrait, docteur... Pardon de vous couper, mais oui. Je crois qu'il faudrait revenir, il faudrait que vous nous redisiez, si vous voulez bien, en 3-4 phrases, la base de votre raisonnement. Parce que on a des appels d'auditeurs qui nous disent c'est pas vrai, les vieux sont pas trop nombreux, les vieux ne coûtent pas trop cher. Alors, il faudrait quand même expliquer que... Voilà, c'est ça. Alors, ils ne coûtent pas trop cher, le problème n'est pas là du tout. C'est comme c'est, vous comprenez, il y a des tranches de population, c'est comme c'est, mais le problème n'est pas là du tout, au contraire. L'objectif n'est pas de tuer les vieillards, l'objectif est de faire des bébés, vous voyez, c'est quand même... Et puis c'est de leur permettre de conserver un niveau de vie possible. Or, en ne traitant pas ce problème, on ne leur permet pas de conserver un niveau de vie possible. Mais le traitement que vous proposez n'est pas l'euthanasie des plus de 60 ans. Non, pas du tout. C'est au contraire. Nous sommes contre l'euthanasie. Nous sommes tout à fait contre l'euthanasie. Et pour que les personnes âgées gardent leur retraite. Mais pour qu'ils gardent leur retraite, il faut au moins des gens pour la payer. Voilà. Mais je voulais que vous insistiez là-dessus parce que je ne veux pas que nos auditeurs croient qu'il y a chez nous une intention malveillante. Alors, endroit, n'est-ce pas, Madame Brambois? Moi, à mon avis, c'est parce que vous arrivez à vos 60 ans que vous commencez à paniquer. Non, bah, j'ai encore un petit peu de temps. C'est que je suis pas, je vous ai pas encore rejointe. Bingo. Laissez-moi donc vous rappeler que vous êtes sur Radio Courtoisie où Serge de Beketch reçoit le docteur Tremblay. Combien il vous reste, vous, Laissez-les Victoria? vivre. Moi, je ne compte plus. Ah bon, D'abord, je ne sais pas compter, vous avez constaté tout à l'heure. Puis à chaque fois qu'elle tombe dans son escalier, elle se casse quelque chose, donc finalement... Il y a longtemps que je ne suis pas tombée. C'est vrai, c'est un touchon du bois. Voilà. Je tiens la rampe avec force. Tiens pour la rampe. Exactement. Bien, donc vous vous en foutez, 2006 pour vous c'est... Je suis en sursis, alors ça va. Bon. Je me considère en sursis d'ailleurs à partir de maintenant. Alors voilà. Il me réservera une place dans mon congélateur. Docteur, merci. Alors, il faut préciser que ce que vous venez de nous expliquer fait l'objet d'une publication qu'on peut se procurer à une adresse qui m'est particulièrement chère. Oui, alors ça va être expliqué en détail dans le numéro 62 de l'UPN qui doit sortir dans les jours qui viennent. Voilà, et qu'on peut se procurer. 139 boulevard Magenta, 75 010 Paris. C'est comme ça qu'on s'est connus, parce qu'on est voisins.
Vous voyez, on habite le même étage, c'est extraordinaire. Ah ouais, je fais partie des coïncidences. Donc laissez-les vivre, 139 boulevard de Magenta, à droite, à gauche, vous avez le Libre Journal, 139 boulevard de Magenta. C'est une bonne Donc, adresse. ce texte-là, Au rez-de-chaussée, il y a un ces livres-là, maroquinier. sont publiés Non, dans les semaines qui viennent. Alors, nous en parlerons naturellement à notre congrès qui a lieu à Versailles, les 13 et 14 avril, au Palais des Congrès de Versailles. C'est un des grands sujets, puisqu'il faut arriver à faire changer les lignes de comportement de notre gouvernement dans cette affaire-là. On peut dire que vous attaquez à des tâches drôlement ardues si vous voulez faire changer ce gouvernement. Ah, il faudra bien, puisque c'est ça où se casser le nez au point de vue économique. Merci, docteur Tremblay. Alors, je rappelle, laissez-les vivre, 139 boulevard de Magenta, 75 ou UPN. Enfin, il y a plusieurs associations qui sont présentes. On peut avoir tous les renseignements à la fois techniques, pratiques, statistiques, sur les questions de la démographie, de la défense de la vie, etc. Et la publication sera dans le numéro de l'UPN. Voilà, qui est l'Union pour une politique nouvelle. Voilà. Je crois qu'on a quelqu'un au téléphone pour nous dire comment ça se passe. Allô? Est-ce que vous m'entendez? M'entendez-vous? Oui. 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 Je suis à côté du docteur d'or, là. Oui, ben écoutez, si vous voulez me passer le docteur d'or ou nous faire le récit de ce qui se passe. Voilà, nous sommes devant l'Assemblée nationale, donc nous avons été relégués à environ 100 mètres de l'Assemblée nationale. Le docteur d'or est devant moi, je vous le passe. Oui. Bonsoir, docteur. Pardon. Alors. J'espère. Allô. Oui, nous vous entendons. La première chose, est-ce que vous allez bien? Je vais très très bien, mais c'est à vous qu'il faut poser la question. Vous n'êtes donc pas en prison? Vous allez bien, j'espère. Oui, tout à fait. Très bien, je m'en réjouis. Alors ici, combien? Nous sommes 400 à peu près? Nous sommes 4 ou 500, oui. 4 ou 500. Alors les gauchistes, là, les anarchistes, je pense, ne sont pas très loin. Nous sommes rue l'Université, au croisement Saint-Germain et l'Université. Ils sont devant nous, sur la petite place Édouard Herriot. Ils peuvent venir nous rejoindre, les auditeurs peuvent venir nous rejoindre encore. Oui, il y a encore... il y a encore de la place. Oui. Vous l'entendez, nous récitons le rosaire, ce sont les mystères joyeux. Il y a beaucoup de presse, je suis étonné. Il y a plusieurs chaînes de télévision. Je viens de parler à Radio Monte-Carlo, comme je suis du Midi, ça m'a été agréable. Allô? Oui, alors quelle est l'ambiance? Est-ce que... Oui, nous vous entendons très bien. Oui, remercie à Radio Courtoisie qui toujours je dirais pas très bien son nom, parce que, en tout cas avec nous, parce que ils ne peuvent que nous rendre service, et ils nous rendent très grand service. Grâce à Radio Courtoisie, nous avons beaucoup Oh, écoutez, c'est vraiment la moindre des choses. Comment se passe cette manifestation? Est-ce que c'est tendu? Quelle est l'attitude des autorités? Racontez-nous un peu. Allô? Oui, oui, je crois que vous nous entendez très mal. Très brillante, c'est une ambiance très brillante. Nous se récitons une dizaine de chapelets. Il y a plusieurs centaines de manifestants. Nous sommes quand même à peu près à 200 mètres de l'Assemblée nationale. Hein. Et pas d'incident pour l'instant? Aucun incident et tout se passe très bien. Il y a beaucoup de jeunes, de très jeunes, des gens de tous les âges représentés, beaucoup de jeunes femmes également, beaucoup d'organes de presse, de chaînes de télévision, de radio, etc. Donc ça se passe très bien et je crois qu'on peut dire aux auditeurs de Radio Courtoisie de venir nous rejoindre encore. Il y a encore de la place pour eux, mais nous sommes déjà plus de 500. Hein. Très bien. Bah, écoutez, Pierre Bottard, je vous remercie. Remerciez le docteur d'or d'avoir pris quelques instants pour venir nous parler. Vous savez qu'on est avec vous par la pensée. Et le docteur Tremblay, qui est en face de moi, le président de Laissez-les vivre, vous salue, vous fait un petit signe d'amitié. Écoutez, Serge Beckett, merci beaucoup. Vous savez que Xavier Dor et son avocat, Maître de la Talette, seront au congrès de Laissez-les vivre le 14 avril 96 au Palais des Congrès de Versailles. On en a parlé tout à l'heure. Merci, bon courage. Donc, il aura au moins une tribune, vu que la liberté pour lui est vraiment une question de semaine. Hein. Mais nous sommes tous derrière lui, la Ligue pour la vie et SOS Tout-Petit. Merci, bon courage. Merci, voilà. merci de votre aide, toujours précieuse. Alors, on était en direct avec les manifestants pour la vie devant l'Assemblée nationale. Ils nous ont dit qu'ils étaient 400-500 rue de l'Université, que les choses se passent pour l'instant bien, sans tension particulière, sans incident. Et par conséquent, cette manifestation qui est une manifestation légale, autorisée,
vous pouvez la rejoindre si vous le souhaitez pour manifester votre soutien, qui me paraît évident, enfin, à cette défense de la vie. Je rappelle quand même, il faut tout le temps dire ça, c'est que les manifestants, les sauveteurs, sont des gens qui luttent pour l'application de la loi, car la loi n'est pas une loi qui a légalisé l'avortement. Ça n'est pas vrai. Elle l'a dépénalisé, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et l'avortement reste, on va pas faire un discours sur l'avortement ce soir, mais enfin, reste un recours ultime qui est offert dans certaines circonstances très très précises et très rares, mais la propagande abortive reste un délit. Et c'est ce que les tueurs veulent faire disparaître. Le combat porte là-dessus. Le combat porte pas, comme ils le disent, sur la liberté des femmes, sur la libre disposition du corps des femmes, que personne n'oserait mettre en cause. Les femmes seront parfaitement libres au même titre que n'importe qui, au même titre que les hommes. La liberté est une donnée fondamentale de notre civilisation, pas des autres, pas seulement des autres en tout cas. Par conséquent, ce qui est en cause, c'est pas la liberté des femmes, ce qui est en cause, c'est le respect de la loi et c'est le respect de la vie. Il faut bien le comprendre, ça. Il ne faut pas se laisser embarquer dans le discours de l'ennemi, qui est un discours menteur, puisque l'ennemi est le mensonge. Voilà. Monsieur Blanza, bonsoir. Bonsoir, docteur. C'est ça, docteur. Vous êtes de retour parmi nous, alors? Eh bien oui. Vous aussi, vous étiez malade? Oui, non, c'est quand on fréquente Beckett. C'est pas parce qu'on invite des médecins au micro, au téléphone, etc., qu'on est tous malades quand même. Alors, qu'est-ce que vous nous avez dégoté de bévues de presse? Le terrorisme sans faire son jeu. Oui. C'est ce que propose Jean-François Kahn dans l'événement du jeudi. J'ai vu ça 2 minutes avant d'arriver à un kiosque. Il est considéré comme un des journalistes les plus intelligents de la Très presse intelligent, française. parce que éradiquer sans faire son jeu, moi je trouve ça excellent. C'est bien. Vous voulez voir la suite de la prose? Ah oui, oui, alors, surtout. Je vais faire ça avec les postillons. Moi, je n'arriverai pas. Ce qui est épouvantable. Ce qui est épouvantable de constater, c'est de constater que la religion, aujourd'hui comme hier, garde la faculté paradoxale de transformer en bête immonde celui que Dieu est censé avoir créé à son image, et que, perversion ultime, elle donne à cet homme devenu bête le courage de se sacrifier en tant comme assez de bestialité. C'est cela, C'est oui. Jean-François Kahn. Ah bah oui, bien sûr. Comme c'est bête. Oui, c'est intéressant, remarquez. Ça, Vous trouvez ça oui. intéressant? Ah oui, c'est intéressant. C'est l'édito dans l'événement, dans son journal. On croirait lire les vieux trucs. L'édito, c'est la partie importante d'un journal, théoriquement. Vous qui faites des éditoriaux quelquefois. Dans mon journal, oui, Dans c'est une votre- partie importante, mais dans les journaux des autres, c'est aussi nul que le reste. elle entretenait des relations complexes avec l'absence de Dieu. Ça, c'est dans l'idée. Son absence lui manque. Ça, c'est Oui, sublime. oui, Selon l'absence, la phrase de immortelle. Mickey, de Nicolas Mickey, un type qui écrit dans le C'est la devise dans un du club quotidien. Mickey. Oui, le club Mickey. Mais bon, La on a devise du club reporté Mickey, trop c'est longtemps le. votre absence nous manque. Oui. Mais on reparlera, on fera un petit numéro spécial sur le club Mickey. Je voulais vous parler surtout de Tati Daniel. Tati Daniel. Ah oui, la veuve. Enfin l'une, oui, enfin bref. L'une, Donc quoi, qu'est-ce qu'elle a fait encore celle-là? Ben, elle cause beaucoup. Elle a bien des ennuis. Je crois elle a des problèmes de mémoire parce que vous lui posez une question 2 minutes après, elle se rappelle plus de ce qu'elle a dit, si elle a interdit un livre ou pas. Et Madame Ockrent se penche sur elle avec sollicitude et lui demande est-ce que l'ombre n'est pas trop lourde? Ici l'ombre. Ici l'ombre, c'est trop lourd. Et alors c'est très rigolo, c'est un numéro de l'Express spécial parce que vous avez toutes les photos de la carrière de Tati Daniel avec son mari, avec les dates précises. Le 21 janvier 78 à l'aéroport de Rennes, première photo. Deuxième photo, c'est toujours très drôle les légendes. Hein. Fiancé résistant près de Cluny en 1944. En 1944, on ne sait pas quand. Mais c'était les heures sombres, on avait l'esprit brouillé. Marié le 28 octobre 1944, ça redevient précis. Cannes 1956, c'est relativement précis. Ensuite, ensemble, Tati Daniel et François Mitterrand, il s'agissait de Mitterrand, en novembre 1965. Après, il y a une autre photo, l'anniversaire de Gilbert Mitterrand en juillet 71. Mais alors, on a oublié la date. C'est l'anniversaire de leur fils. Mais vous en tirez quelle conclusion, vous, de tout ça de cette... Mais qu'elle est amnésique, vous le savez bien, puisque vous lui dites quelque chose, 2 minutes après, elle a complètement oublié.
Ah oui, non, j'ai fait interdire le livre. Non, oui, je sais. C'est Rentemplant. C'est une espèce de Rentemplant femelle. Quand elle se regarde dans la glace, elle dit mais qui est cette femme très laide? Mais cette amnésie, le matin. Cette amnésie, elle est provoquée par la vie que son mari lui a fait mener, parce que là, toutes ces photos avec les dates précises, c'était pour son album photo, c'était les 5 minutes à chaque fois qu'elle pouvait soutirer à son mari. Et donc c'était daté, collé dans son cahier. En mars 78, le 25 mai 81, alors là c'est précis, en mai 81 elle a été reçue à l'Elysée, il y a une photo elle a été reçue à l'Elysée. Oui, tout à fait, le 25 mai. Et le 8 mars 82, elle avait un petit déjeuner rue de Bièvre, il y avait un photographe qui était là par hasard, comme à tous les petits déjeuners. Le 16 septembre 82, dans un avion, et à côté il y a un autre passager qui ressemble à François Mitterrand. Enfin bref, vous comprenez pourquoi l'ombre est lourde, oui, comme dit France... Moi ce qui m'a frappé avec cette dame, c'est qu'elle a fait au moins 10 interviews exclusives dans toute la presse quotidienne, hebdomadaire, télévisée et sur 2 chaînes de télé en même temps, et radio. Et à chaque fois, les gens disaient exclusif. Elle a peut-être de grands besoins. C'est l'ubiquité. On n'a plus le temps. Une seconde encore, il faut retourner la cassette suivant la tradition. C'est la tradition, je peux pas. Oui. Alors, Michel, vous qui êtes un pacifique aussi, oui, continue sur Tati Daniel. Vous vous rappelez des histoires d'ombre là qui flottaient. Alors, le Figaro lui disait, ce livre est le reflet d'une volonté d'écrire. Le livre de Tati Daniel. Ça arrive assez souvent dans les livres d'ailleurs. Elle ajoutait, certes, mes coups de boutoir sont nombreux. C'est Tati Daniel qui disait ça. Je ne comprends pas ce qu'elle voulait dire. Elle parlait du passé. 347 pages sur lesquelles flotte l'ombre de François Mitterrand. Encore une fois, il s'agissait d'ombre. Je vous parle de Bernard Henry ou pas de Bernard Henry? Oh bah tant qu'on y est, allez-y. Mais ne dites pas le nom parce que vous savez que ça va vous conduire directement à la 17e, ça. Éloge des intellectuels, c'est un bouquin ancien. J'ai compris aussi beaucoup de choses. Pourquoi ça marche mal en France. C'est adressé aux intellectuels, c'est écrit par un intellectuel. Voilà comment on pose le problème quand on est intelligent. Dès la première phrase, vous savez, il y a les petites notes en général dans les premiers mots d'un livre. Les intellectuels sont-ils coupables? Demandait Sartre dans un plaidoyer fameux. Et si oui, quel est leur crime? Vous avez donc quelqu'un qui commence par dire le verdict et qui après pose le problème. C'est ça. Et bon, vous avez toute la démarche intellectuelle française. Hein, oui, on peut dire ça, absolument. Qui est résumée ainsi. Et puis en plus, la filiation a reconnu. J'ai toujours pensé que Bernard-Henri Lévy était la suite de Sartre. Alors, attendez, quand même là, parce qu'il faut... Les caractères. Oui, on va quand même... Quand on a parlé de Bernard-Henri, après, pour se laver l'intérieur de la tête, on peut toujours... Très bien, Bernard-Henri, moi je l'aime beaucoup. On peut toujours lire un peu de la bruyère, ça peut pas faire peur. Je prends au hasard la sentence, la frange numéro 78. Il me semble que l'on dit les choses encore plus finement qu'on ne peut les écrire. Hein? Réfléchissez à ça, Michel. Moi, je ne dis jamais rien. Bon. Merci, à la semaine prochaine, Michel Blanza, pour d'autres Coxigru, Villevezé et Anacolute. C'est ce que vous dites habituellement. Je vous dis à la semaine prochaine et que Dieu nous garde.